ce qui freine et motive les personnes en situation de précarité ou de pauvreté pour participer à des projets collectifs. Un peu partout, des professionnels de l'action sociale mènent des projets d'intervention collective et souhaitent y associer le plus grand nombre de personnes concernées. Mais dans ces projets, ils constatent que les personnes en situation de précarité ou de pauvreté sont rarement présentes. Nous avons travaillé avec des militants d'ATD Quart Monde et des personnes accompagnées par des maisons des solidarités de la Haute-Garonne pour comprendre leurs difficultés à participer à ces projets, mais aussi ce qui peut les motiver. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de freins et même parfois de vrais obstacles que nous n'aurions pas imaginés. Les freins. Le vécu avec les professionnels. Beaucoup de professionnels ne sont pas disponibles quand on les appelle par rapport aux problèmes de notre famille. Alors, quand après ils nous invitent pour des réunions, on n'a pas envie de participer. Parfois aussi, le professionnel qui invite fait partie d'un service qui peut faire peur. Par exemple, des parents peuvent avoir peur de participer à une action parentalité proposée par la PMI parce qu'ils craignent le placement de leur enfant. Parfois, on est invité par un flyer, mais il y a trop d'écrits, des mots compliqués à comprendre. Dans ce cas-là, on le jette directement à la poubelle. Pour les personnes qui ne savent pas lire et écrire, ça les exclut tout de suite. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans des réunions ou des activités de ne pas comprendre ce que voulait dire le professionnel. Je n'osais pas le dire, mais la fois suivante, je ne revenais pas. Quand c'est le professionnel qui présente le projet ou la réunion, ça dépend comment il le présente. Si déjà le professionnel n'est pas convaincu, il ne donne pas l'envie. Parfois, on participe à des réunions et elles sont mal préparées. Faire des réunions pour ne rien dire et en rester au même point. Après, on n'a plus envie de revenir. Ça m'est arrivé de participer à une réunion et je me suis aperçue qu'on parlait dans le vide. Ce que je disais n'était pas entendu, pas retenu, pas écrit. On n'était pas pris au sérieux. J'avais l'impression de meubler et que ça ne servait à rien. J'étais trop fâché par rapport à une discrimination que j'ai subie de la part de la mairie. La méconnaissance et la peur de l'inconnu. Il y a des projets ou des réunions où j'aurais bien voulu assister, mais des peurs me bloquaient, ouvrir et passer la porte seule. Ne pas avoir les codes de la société, c'est-à-dire la peur de ne pas savoir se tenir en société, savoir si on peut rire ou pas, savoir ce qu'on va nous demander. Parfois, on ne connaît pas le lieu de la rencontre. On a peur aussi de se perdre dans les transports. Il y a des lieux qui font peur, comme la mairie, l'école, le centre social. Des personnes ont peur de participer parce qu'elles ne parlent pas bien le français, les personnes étrangères ou parce qu'elles ne savent pas lire et écrire. Les difficultés de la vie. Parfois, on a des rendez-vous ou une urgence au même moment. Parfois, l'urgence est de protéger les enfants, de trouver à manger. Il y a aussi le problème des enfants à garder ou les adolescents instables qui nous empêchent d'être absents trop longtemps. Quand on travaille, parfois, on nous dit du jour au lendemain « Demain tu travailles », alors que normalement, on était de repos. J'ai déjà été invitée à des réunions et je n'y ai pas été parce que c'était trop loin et je ne savais pas si on me rembourserait quelque chose. Parfois, on peut nous demander une participation financière pour pouvoir accéder au reste du projet. C'est gratuit au début et vient s'ajouter une visite d'un musée, un pique-nique ou aller au cinéma. Il y a aussi la maladie, le handicap. Parfois, les réunions sont dans des lieux inaccessibles, avec des difficultés pour se garer ou des escaliers à monter pour des personnes en fauteuil roulant. Il n'y a pas toujours de transport en commun et dans certains quartiers, on a peur de rentrer le soir. Le vécu d'exclusion. Certains disent que la mairie, ce n'est pas un endroit pour eux. Ils se disent « on n'en voudrait jamais des gens comme nous à la mairie ». On a une appréhension, on sait que quand on va arriver, personne ne va nous aborder. On est mal à l'aise. J'ai peur de me trouver avec des personnes de notre milieu que moi, par exemple des personnes politiques, des riches qui ont fait des études très poussées. Notre physique, notre tenue, on a honte, même si on s'habille bien. Quand on se regarde dans la glace, on se dit « on va se moquer de moi ». Alors, j'y vais pas. On a peur de ne pas être écouté, que l'on se moque de nous, de passer pour des idiots si on nous demande de prendre la parole ou de faire des choses qu'on ne sait pas faire. La peur que les personnes qu'on rencontre soient indiscrètes et rentrent dans notre vie privée. On a peur de s'énerver quand le sujet nous touche de près. On a peur aussi que cela ne nous plaise pas, et si ça ne nous plaît pas, on ne va pas oser le dire. On a peur que les enfants fassent du bruit et que l'on demande de sortir. Quand on laisse nos enfants gardés par quelqu'un d'autre pour venir à une réunion, on a peur que le juge ne nous rate pas et qu'il considère qu'on abandonne nos enfants.
La difficulté d'être représentant. Parfois, dans des projets, on nous demande de venir comme représentant et on a peur de ne pas bien représenter les autres. Parfois aussi, on a peur que les décisions prises pendant la réunion où on est représentant ne soient pas en accord avec le groupe. Il y a aussi la peur de ne pas savoir parler en public. On a peur aussi parfois d'être utilisé, manipulé. Tous ces freins font que souvent les personnes les plus en difficulté ne réussissent pas à participer à des actions collectives. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées ou motivées. Voilà ce qu'elles disent de leur motivation. On participe pour que les projets améliorent notre quotidien pour nous, pour notre quartier, l'école, la société. On participe pour la vie, l'avenir des enfants et des jeunes. On participe pour que cette vie de galère n'arrive plus à d'autres. On participe pour apporter notre savoir, nos idées, notre intelligence, comme des citoyens normaux, d'égal à égal. Parfois, on va à une réunion pour voir ce qu'il s'y passe, les gens qu'il y a. On y va par curiosité. On se dit, je trouverai peut-être des solutions pour résoudre mon problème, en parlant avec les autres. On participe pour sortir de l'isolement, faire des choses que je n'aurais pas osé faire seule. On participe pour se défendre en collectif parce qu'ensemble, on est plus fort. Les conditions pour que les personnes en situation de précarité ou pauvreté participent. Identifier clairement les freins et les motivations des personnes concernées est une étape essentielle pour la réussite du projet. Cela permet de déterminer les leviers à mettre en œuvre pour que les personnes viennent participer au projet, y soient à l'aise et y contribuent d'une manière intéressante pour elles et pour tout le groupe. On peut citer quelques leviers, valables dans tous les projets. C'est important que les travailleurs sociaux soient à l'écoute des personnes pour comprendre ce dont elles ont besoin et ce qui les intéresse, et du coup leur proposer des projets qui vont leur donner envie de participer et de s'investir. On est motivé si on peut faire confiance, si on a des garanties que les projets pourront aboutir, s'il y a des financements. Si les promesses ne sont pas tenues, après, il n'y a plus de participation. On attend que les professionnels soient motivés et disponibles. Ils doivent s'assurer que les transports ne posent pas de problème, mettre en place une garde pour les enfants, prévoir un moment de convivialité. Il faut être vigilant sur l'invitation. Comment est-elle formulée? Est-ce une invitation orale? La personne qui invite est-elle de confiance? On sera plus motivé si on sent qu'on a besoin de nous. Il faut dire bonjour avec le sourire, aller au-devant de la personne, expliquer le déroulement. Il faut être attentif au langage utilisé. Pas de sigles, pas de phrases trop longues avec 3 idées dedans. Et vérifier que l'on se comprend. On a envie de participer si on travaille ensemble, si on n'est pas des pions. Quand on fait les projets ensemble, ça montre aussi aux professionnels que les personnes sont capables de faire des choses. Ça valorise des deux côtés. Ça donne un élan aussi à la personne pour sa vie personnelle. Un projet peut en ouvrir un autre. Ça donne de l'espoir à tout le monde. Si le projet est construit ensemble dès le départ, il s'appuiera sur les motivations des personnes et il prendra en compte leurs freins. C'est ensemble, personnes en situation de pauvreté et professionnels, que pourront être réfléchies les conditions de la participation de tous. Et quand on fait cela, ça a bien plus de chances de marcher.